Et si le climat extérieur, celui pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui, était le reflet de notre climat intérieur? L'humanité va vivre dans la vie d'un humain ce qui a mis plus de 10 000 ans lors du dernier changement climatique. La méditation nous aide à apaiser notre climat intérieur et donc à apaiser notre climat extérieur. La méditation nous connecte à nous-mêmes, nous connecte à notre humanité, nous connecte à l'humanité. Et nous avons une question sur la surchauffe extérieure. Est-elle le reflet d'une surchauffe intérieure? Je demande à Anna Michel de me rejoindre sur scène. Et à côté de la méditation, c'est un autre outil à partager dont on parlera notamment avec Patrick Vivray tout à l'heure, c'est celui de la fraternité. La fraternité, nous sommes des compagnons, nous avons à partager le pain. Et partager le pain, c'est partager aussi ses rêves, partager ses désirs, ses souhaits, partager ce qu'on a de plus cher, partager son amour, partager nos intuitions. Et nous avons toutes et tous un chef-d'œuvre à accomplir. Nous avons à nous reconnecter avec la tradition compagnonique. Et notre chef-d'œuvre, mais c'est la construction du temple de l'humanité. Notre chantier, c'est celui d'une humanité fraternelle. Et ce qui est extraordinaire dans ce chantier, c'est que nous y avons toutes et tous une place. Alain, bonjour. Bonjour. Tu nous as fait, on va partager le micro là. Tu nous as fait de l'amitié de prendre l'initiative d'organiser ces 24 heures de méditation pour la Terre. Alors, en ta qualité de président d'Homme de Parole, Terre du Ciel, et j'oublie toujours le troisième, excuse-moi, il faut que tu m'aides, Artisan de paix, justement. Alain, raconte-nous comment cette initiative est venue et comment tu vois cette journée extraordinaire. D'abord, merci à vous d'être ici. Je pense que cette journée sera effectivement une journée extraordinaire et vraiment pleine de belles choses. En tout cas, vu l'enthousiasme de tous ceux qui ont participé à sa préparation, de tous ceux qui vont y participer, je sais que ce sera une très très belle journée. Alors, pourquoi avoir organisé cette journée, ces 24 heures de méditation pour la Terre? Je crois que c'est vraiment ce qui a été un peu expliqué, c'est le fait que dans un mois, la COP 21, avec 195 chefs d'État, avec 4000 négociateurs, 10 000 experts vont prendre des mesures pour le climat, pour essayer de sauver l'humanité, puisqu'on est sur une pente catastrophique. Et ils vont prendre des mesures, mais en ne prenant en compte que la dimension scientifique, que la dimension écologique, politique, économique, pour prendre leurs décisions. Et à mon avis, il manque une dimension la plus importante, qui est la dimension de cette sacralité de la Terre. Que la Terre et toute la création sont sacrées, ça devrait être la priorité pour réfléchir, et en fait, ça sera mis de côté. Alors, connaissant la force de la méditation, connaissant la force de la prière, de la pensée, eh bien l'intuition est venue, je dirais qu'elle est venue, c'est pas du tout une stratégie personnelle, c'est venu comme une évidence qu'il fallait mobiliser la planète entière, commencer à la mobiliser pour tenter d'influer sur ces décisions qui vont être prises. Et si on considère que la cause de tous les désordres de l'humanité, la seule cause qui bouleverse le monde dans le mauvais sens, c'est-à-dire les crashs boursiers, la famine, les guerres, etc., ça devient que d'une cause qui est l'absence de fraternité. Et que si on respectait la Terre, eh bien, je pense, si on respectait la création, que la fraternité, de fait, se mettrait en place. Alors aujourd'hui, on peut dire que cette journée, ces 24 heures de méditation, c'est déjà un grand succès, puisqu'il y a près de 3000 mouvements sur la planète qui se relient à nous. Donc aujourd'hui, on va ressentir cette énergie
il y a près de 100 pays qui sont reliés aussi à ces 24 heures par Internet, mais qui ont organisé des manifestations. Et je crois qu'on va ressentir cette formidable énergie pendant toute la journée. En tout cas, on aura l'occasion de se reparler dans les moments qui viennent. Alors, cette énergie se manifeste par les personnes présentes ici. Oui. Elle se manifeste aussi par un partenariat impressionnant qui s'est mobilisé pour soutenir ces 24 heures de méditation pour la Terre. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'une fois le projet a été lancé, immédiatement, il y a eu une bienveillance, une écoute, un enthousiasme pour que cette opération réussisse. Le premier qui a tout de suite donné son accord, c'est le directeur du Grand Rex, Bruno Blancard, qui a été enthousiasmé par l'idée, qui a mis le Grand Rex à disposition. Il y a les musiciens, il y a tous les interprètes, tous les intervenants, toute l'équipe sans laquelle rien n'aurait pu se faire. Tout le monde est bénévole pour cette opération. Tous les musiciens, et toutes les célébrités que vous allez voir dans la journée, tout le monde est bénévole. Et tous les jours, on s'est aperçu que ça ne pouvait être qu'une œuvre totalement commune sans laquelle rien n'aurait pu se faire. Et aujourd'hui, je crois qu'on va ressentir cette fraternité qui a déjà existé depuis 3 mois, depuis le début de la préparation de cette journée, une immense fraternité qui s'est mise en place ici, mais aussi partout dans le monde. Donc, excuse-moi de parler de l'écologie qui est l'organisation de la maison. Il faut qu'on parle un peu de l'argent du ménage, Alain, parce que tout le monde est bénévole, certes, mais cette journée représente un investissement. Il y a du matériel qui a dû être loué, il y a des dépenses qui ont été faites. Et donc, on a une journée qui représente un budget de l'ordre de 120 000 euros. Et c'est la raison pour laquelle chacun et chacune a été invité à contribuer. Et donc, parce qu'il y a eu quelques commentaires sur Facebook en disant il n'y a pas besoin de payer pour méditer, on peut faire ça chez soi. Oui. C'est vrai, mais ici, en étant là et en contribuant de manière consciente à la couverture des coûts et de la prise de risque qui était faite par toi et par les organisations qui te soutiennent, c'est aussi une manière de mettre de l'énergie dans le système. Oui, alors c'est pas ce qu'on a demandé. Je suis très mal. C'est pas mon. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà, c'est pas mon charisme de parler d'argent. Peut-être malheureusement. En tout cas, c'est vrai qu'on a pris le risque. Quel qu'il soit, de réussir cette journée, de la mettre en place, de l'organiser, en sachant que prenant ce risque, c'est un risque qui correspond à une action qui est tellement essentielle, importante, tellement évidente, que j'étais persuadé que tout le monde partagerait ce risque et qu'il fallait le mettre en route. Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé une participation consciente qui est bien inférieure au coût, mais étant persuadé que tout le monde participerait. Donc j'ai pas d'inquiétude du tout de ce côté-là. Je sais qu'à la fin de la journée, on aura de quoi couvrir les frais. Voilà, ça me semble évident. J'ai pas beaucoup d'état d'âme pour ça. Je sais que c'est un projet qui vient de là-haut et que nous, on a fait tout ce qui était possible pour le réussir et au besoin, lui fera l'impossible et tout se passera bien. Well. Non, mais je ne sais pas parler d'argent, donc j'ai pas de... Et nous... Donc simplement, et on en termine avec ça pour quelques heures, si des personnes souhaitent contribuer au-delà de la participation à cette journée, au travers des associations Artisans de Paix, Hommes de Parole et Terre du Ciel, il est possible de faire participer l'État au travers de la réduction fiscale. Voilà, qu'on sache bien que on n'a pas demandé de prix d'entrée, on n'a pas vendu des places, on a demandé une participation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et effectivement, la prière, la méditation ne devrait pas être payante, mais les frais mais elle n'est pas payante, c'est une contribution. Voilà. On va en profiter pour dire bonjour aux personnes qui nous regardent sur YouTube. So, good morning to all of you who are on YouTube today. So, if you didn't hear the French, it's about this day, and it's about the energy that we need to make this day a success. And so if you go on YouTube, you have a button, make a donation, you click on it, and you can contribute, even if you are far away, to the success of this day by your contribution. Thank you very much. Alain, ne t'en va pas. Est-ce qu'on peut mettre la lumière dans la salle, s'il vous plaît, qu'on voit un peu mieux? Je propose que, par rapport à ce que tu nous as dit, qu'on pose 2 ou 3 questions aux personnes ici présentes pour voir qui est là.
c'est important. Alors, par rapport à ce que tu as dit sur la confiance que l'on a dans l'issue de la COP21, cette négociation climat qui aura lieu, sur une échelle de 1 à 4, donc 1 pas du tout, 4 tout à fait, je vais donner 1, 2, 3, 4, et je demande de lever la main quand vous êtes en lien avec ce niveau-là. Donc qui parmi vous est confiant, confiante dans ce qui va se passer à Paris dans un mois au niveau de la COP21? Au niveau de 1, pas confiant, levez la main et regardez autour de vous, comme ça vous faites une idée aussi. 2, donc pas très confiant, mais 3, on bascule du côté ça pourrait réussir, et 4, qui est tout à fait confiant, mais qui est indécis. Bien, donc... Moi, je mets à 4. Tu mets à 4 Je mets à 4 parce que vous êtes là, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont en train de méditer, de prier avec nous, et que certainement, ça va bouger quelque chose. Maintenant, il y a aussi des mouvements dans le monde entier. Il y a des mouvements à Paris pendant toute la COP21 qui vont être présents, qui vont agir, qui vont témoigner, qui vont réveiller. Et je crois que le plus important, c'est que tout le monde commence à prendre conscience que la Terre est vraiment sacrée et qu'on ne peut que la respecter, qu'on ne peut pas la traiter comme elle est aujourd'hui, qu'à partir de ce moment-là, cette conscience-là qui est en train vraiment de s'installer partout, elle nous donne tous les espoirs. En tout cas, je suis certain qu'il y aura des beaux résultats. Merci Alain. Un des soutiens qui était donné à cette organisation a été donné par Nicolas Hulot, qui ne peut pas être ici aujourd'hui parce qu'il voyage. Il a un déplacement de diplomatie climatique, si on peut dire, aujourd'hui en Chine. Voilà, Nicolas Hulot devait être ici. Il soutient le projet, il a communiqué auprès de tous ses fans. Mais il s'était engagé à venir à condition qu'il soit en France. Et en fait, il est parti avec le président en Chine. Mais il nous a laissé une vidéo. Il a laissé une vidéo il nous a transmis une vidéo pour qu'il puisse s'excuser. Donc on va regarder cette vidéo de Nicolas Hulot. Excuses. Et en espérant que cette COP21 reconnaîtra le rôle des citoyens. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans le texte qui est sorti de Bonn il y a une semaine, le mot « citoyen » n'apparaît pas. Il y a encore du chemin. C'est toujours un peu délicat, même un peu gênant de s'adresser à une assemblée comme la vôtre par vidéo interposée, mais ne l'interprétez pas comme une espèce de distance, au contraire comme une proximité, mais vous n'êtes pas sans savoir que la France accueille cette année la conférence climat, il y a 196 pays. Il se trouve que je joue un rôle dans la diplomatie française et que plus l'échéance s'approche, plus nous identifions les pays avec lesquels nous ressentons une nécessité absolue de renforcer le dialogue. Donc au moment où vous vous réunissez, Dieu sait que j'aurais aimé être parmi vous parce que ces moments où on se pose, ces moments où on s'élève, ces moments où on confronte, on rassemble nos idées, évidemment, sont essentiels dans un monde qui va toujours trop vite. Donc ces instants de pause et de réflexion me sont à moi aussi essentiels. Malheureusement, voilà, ça a coïncidé à un moment où moi j'avais des engagements à l'autre bout du monde, mais je suis ravi que cette initiative ait lieu. En tout cas, heureusement que par la technologie, qui parfois au moins est bénéfique, nous allons pouvoir nous relier dans nos pensées, dans nos réflexions et dans nos idées dans cette perspective-là. Tout ça part d'un constat en ce qui me concerne, c'est que la situation dans laquelle l'humanité est ne peut pas simplement s'accommoder d'un monde d'expertise. Il faut que la dimension éthique transcende l'expertise, qu'elle soit économique ou politique. Dit autrement, on traverse une crise économique, une crise écologique, une crise démocratique, et on pourrait énoncer, mais on traverse profondément une crise anthropologique, et au sein de laquelle il y a une profonde crise de sens. Ça n'est pas forcément perceptible, évident, par la plupart des interlocuteurs. Cette dimension-là paraît totalement hors sol. Elle ne sera pas prise en compte spontanément par nos élites politiques et encore moins par nos observateurs médiatiques. Et pas forcément d'ailleurs par la société civile, parce que dans un monde où la technologie est hypertrophiée,
où la consommation apparaît comme une espèce de planche de salut. Tout ça est une dimension qui n'est pas prise en compte. Ma conviction profonde, mais évidemment, je ne suis pas le seul et on ne m'a pas attendu pour le savoir, sauf que je crains que si on ne prend pas son initiative, cette dimension-là soit laissée pour compte, c'est qu'il faut associer évidemment une réflexion dans l'urgence des outils techniques, politiques, institutionnels, juridiques. Il faut parallèlement, simultanément, conjointement, y associer une réflexion spirituelle, éthique. Et donc mobiliser, sensibiliser, accompagner, éclairer, valoriser tout ce qui peut y participer. Parce que quelque part, l'humanité a un rendez-vous critique avec elle-même, et que si elle contourne ce rendez-vous critique, nous ne ferons que déplacer ou reporter l'issue, fondamentalement. Et tout ça, ça ne se fera pas par des lois, ça ne se fera pas par des règlements, ça ne se fera pas par les codes d'expression qui dominent nos sociétés aujourd'hui. Ça se fera par un travail plus intime, de fond, avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus d'épaisseur. Et c'est une gageure aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde de communication, je vais dire une chose d'une manière un peu caricaturale, mais où les canaux d'expression ne laissent passer que l'insipide. Et sont retenus au début de ces canaux tout ce qui a un peu d'épaisseur. Comment aborder ces sujets-là dans un journal télévisé en 2 minutes 30 ? Il se trouve qu'on est à un moment très particulier où on doit prendre en charge les conséquences positives, mais aussi négatives du progrès. D'ailleurs, ça explique aussi la difficulté de l'époque, c'est que c'est la première fois qu'on doit raisonner avec 3 échelles de temps. Premièrement, on récupère toutes les conséquences positives, mais parfois négatives, des dettes des siècles précédents. Dettes économiques, dettes écologiques, dettes climatiques, dettes aussi historiques, parce que nous payons comptant les conséquences, les erreurs parfois de l'histoire, et notamment de l'histoire coloniale. On doit raisonner avec le présent, parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui communique avec une fulgurance, chacun est en mesure d'exprimer ses intérêts particuliers avec une certaine véhémence qui met une pression sur les pouvoirs en place. Et puis, un invité surprise dans nos sociétés, c'est le futur, le long terme. Et là, nos démocraties, nos institutions sont totalement de pris de court parce qu'on n'a pas l'habitude de se projeter au-delà de quelques canevas très courts. Puis il faut que l'homme se replace dans l'univers, se replace dans ses responsabilités. Et c'est là aussi que les religions ont un rôle important, parce que tout le monde n'est pas érudit, tout le monde n'est pas théologien, tout le monde n'a pas une fine lecture des textes et des écrits, mais souvent on peut interpréter un certain nombre de textes, toutes confessions confondues, avec beaucoup d'ambiguïté sur la place de l'homme dans la nature. Il faut savoir si est-ce que la nature n'est là que pour aider l'homme à accomplir son destin. Et dans beaucoup d'esprits, c'est bien comme ça que les choses sont pensées, sont vécues et sont réalisées. Et donc, c'est important qu'on revienne et qu'on nous guide et qu'on nous éclaire sur le sens de ces textes. On retrouve dans tous les écrits, mais encore faut-il être capable de les identifier et de bien les interpréter, cette nécessité que l'homme soit économe de la nature. Mais c'est important aussi que les mots aient un sens. Le mot économie lui-même a été dévoyé, puisqu'il a été transformé en mot dépensier, en mot pillage, en mot exploitation, alors que économiser, c'est bien protéger, c'est bien préserver. C'est tout cela qu'il y a besoin de remettre dans le bon ordre, de préciser, de se projeter. Et ça ne se fera pas dans les codes, dans les manières, dans cette espèce de théâtre des apparences de la politique et des médias. Ça se fera avec un peu de recul, avec un peu de profondeur. Et là, on a une occasion. Parce que
il y a quand même une disponibilité des esprits. Les gens sont perdus, et donc il faut leur redonner quelques lumières, mais pas des lumières aveuglantes, des lumières éclairantes. Et je pense qu'il y a cette occasion. Mais c'est maintenant. Victor Hugo disait le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. Là, on peut la faire à l'amiable. Mais on ne pourra pas la faire longtemps, à l'amiable. Fabrice Midel va nous rejoindre maintenant pour garder l'intériorité de ceux qui... et de tout le monde, en fait. Je vous propose, plutôt que d'applaudir, de faire les gestes des mains. Ça maintiendra le niveau d'énergie stable. Fabrice, bonjour. Merci d'être là. Alors, nous allons nous installer confortablement avec toi et nous engager dans une méditation. Climat intérieur, climat extérieur. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel rapport entre la Terre et la méditation et comment se repérer dans les divers types de méditation qu'il existe? Voilà un peu les deux questions que je vais essayer d'aborder. Je vous guiderai dans deux formes de pratique ce matin. Et comme j'ouvre un peu la journée, je vais essayer de montrer un peu les liens et le sens de la pratique. Peut-être qu'on pourrait commencer par la seconde question. Mais au fond, qu'est-ce que la méditation? Comment se repérer dans les différentes formes de méditation? Le mot méditation vient de la racine med, M-E-D, qu'on retrouve dans médicaments, dans médecin et dans méduse. Et le mot, la racine, désigne un sens donc de prendre soin, mais d'attention. C'est vrai que la méduse, parce que la méduse capte votre attention, mais c'est prendre soin en tant que ça va développer un sens d'attention et de présence. Et il existe de nombreuses formes de méditation qui toutes visent à développer plus d'attention et de présence. Et à partir de cette attention et de cette présence, d'être plus ouvert au monde, plus ouvert à la réalité, plus en phase avec ce qui est, plus en phase avec une réalité plus vaste que notre accaparement. Or aujourd'hui, de manière tout à fait frappante, mais surprenante, ces approches, ces chemins sont révolutionnaires, car nous découvrons qu'ils sont une forme de médecine pour notre temps. Pourquoi? Parce que notre temps est malade. Et donc, la méditation, les méditations, même si elles sont très anciennes, ont une actualité, une pertinence profondément révolutionnaire. J'aime bien dire que la méditation est sans doute la dernière grande force révolutionnaire possible pour notre temps. Parce qu'elle coupe à la racine, elle guérit à la racine, elle soulage à la racine tout à la fois, ensemble, ce qui nous rend malades. Qu'est-ce qui nous rend malades? Je crois qu'il y a deux choses majeures. La première, c'est une manière d'être accaparé, stressé, dans une urgence constante, qui est vraiment un symptôme de perte de célébration de la vie. Nous vivons en ayant perdu un sens d'attention ouverte. Nous sommes de plus en plus concentrés, focalisés. Il y a un médecin neurobiologiste anglais qui explique que notre attention est un peu celle du lion qui va chasser la gazelle. Il ne voit que le lion, tout le reste passe à l'arrière-plan. Ça lui permet de pouvoir chasser la gazelle.
temps en temps, il réussit, mais après, il dort pendant des heures. Et nous vivons ce temps-là de plus en plus longtemps, toute la journée. Nous sommes pris par cette tension qui nous apprend un certain sens de présence, d'attention, de respect, de célébration des choses. Donc ça, je pense que c'est le premier point, c'est l'urgence. Le deuxième point, qui est encore plus lié à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la dictature de l'utilité. Nous croyons que nous sommes libres aujourd'hui parce que nous vivons dans une démocratie, et pour une part c'est vrai, mais du coup nous ne voyons pas vraiment une forme de manipulation dont nous sommes victimes. Cette manipulation, c'est que nous croyons que la réponse à toute question, à tout problème, est la gestion utilitaire. Quel rapport avec la Terre? Nous ne savons plus en prendre soin, économiser, comme il était dit, nous voulons juste la gérer. Et le problème actuel est de croire que la seule difficulté que nous avons, c'est qu'on ne gère pas bien les ressources naturelles, ce qui est une profonde erreur parce que ça ne dit rien de ce qui crée la vraie maladie de notre temps, le vrai problème de notre temps. Quel est ce problème? Peut-être pour le dire le plus simplement, vous voyez de l'eau, c'est une ressource qu'un barrage va permettre de saisir. Vous voyez du vent, grâce à des éoliennes, on va en saisir l'énergie. Nous voyons des êtres humains, ce sont des ressources, ce sont une forme de capital qu'on doit gérer au mieux pour en tirer le maximum. Qu'est-ce que sont les animaux? Ce sont des réserves de calories qu'on doit gérer au mieux, etc., etc., etc. Tout ça repose sur la légende. On croit que notre monde a liquidé les légendes, mais depuis qu'on est enfant, on nous apprend une légende, la légende du monde mort. La Terre est morte, les animaux sont morts, ça n'existe pas. Je me souviens, pour comprendre, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et cette légende du monde mort, cette croyance que la seule réalité, c'est c'est cette dictature de l'utilité, nous ronge, mais aujourd'hui menace la Terre, notre survie, mais aussi notre existence. Et donc je crois que ce qui est vraiment important, ce que la méditation peut nous montrer ici, c'est que nous ne souffrons pas seulement d'un problème de management. Et que le discours commun, c'est que si on change le management, on va résoudre le problème. Qu'il faut mieux gérer les ressources et tout ira mieux. Mais c'est ne pas voir que le problème, c'est cette attitude de gestion généralisée. Et voyez pourquoi la méditation joue un rôle majeur, unique, un rôle de guérison, parce qu'elle coupe à sa racine cette dictature, elle nous engage à ne rien faire, absolument rien. Et peut-être on va faire quelques minutes de méditation maintenant, je vais vous guider dans quelques minutes de méditation. Il en existe plein de méditations, mais celle que je vais vous guider, c'est un peu ce qui pourrait être un socle commun à toutes les formes de méditation. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir le matin, qu'on appelle parfois méditation de pleine conscience. Moi, personnellement, je trouve que pleine conscience, ce n'est pas la meilleure traduction de ce que les Américains appellent mindfulness, qui est plutôt une présence attentive. Et donc, cette méditation de présence attentive, on pourrait dire que ça pourrait être une base commune puisqu'il s'agit juste de ne rien faire, d'être, et à partir de là, on peut rentrer dans la méditation zen, dans la méditation tibétaine, dans la prière chrétienne, etc. Alors, je vous invite juste à commencer par dire bonjour à vous-même, à votre corps, à la salle autour de vous. Vous n'avez rien à faire de particulier. Installez-vous comme vous pouvez, confortablement.
Et vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer comme vous voulez. Mais ce qui est vraiment important, c'est tout simple, vous n'avez rien à faire. Je crois que c'est vraiment la force révolutionnaire de la méditation, c'est vraiment prendre un moment dans lequel, pour une fois, vous n'avez pas quelque chose à accomplir, à réussir, vous ne faites rien. Juste prenez le risque d'être là, simplement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Et nous pouvons rester juste un tout petit peu en silence, en étant juste simplement tel que vous êtes, présent. Car vous remarquez que même si vous n'avez absolument rien à faire, vos perceptions sensorielles sont complètement ouvertes. Vous entendez ma voix. Vous sentez par tous les pores de votre peau, par exemple la température de la salle. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, vous avez quand même un rapport à l'intensité de la luminosité de la pièce. Vous êtes juste attentif à ce qui est, mais vraiment sans rien faire. L'attention est là absolument naturellement. Et vous remarquez peut-être que vous respirez. En même temps que vos perceptions sensorielles sont ouvertes, respirez. Plutôt ayez une certaine attention à votre respiration. Et vous n'avez absolument rien à faire non plus. Simplement parce que vous êtes vivant, vous respirez. Inspire, puis expire. L'air sort, se dissout dans l'espace. Puis l'inspiration vient naturellement et vous ne faites absolument rien. Mais voyez, simplement en respirant, vous entrez en rapport à la vie en vous. Vous êtes pleinement vivant. Vous laissez la vie œuvrer en vous. Et voyez, ne rien faire, ça nous laisse complètement ouverts et vivants. Peut-être vous avez des tensions dans le corps, quelque chose qui vous démange. Peut-être vous avez des émotions qui viennent. Peut-être vous pensez à plein de choses. Peut-être vous vous dites « mais j'y arrive pas », même s'il n'y a absolument rien à faire. Quoi que vous ressentiez, gêne physique, émotion, pensée, vous ne faites absolument rien, simplement vous remarquez ce qui se passe. Vous ne réagissez pas, vous prenez le temps d'entrer simplement en rapport à ce qui est, de dire bonjour à ce qui est.
Voilà, je vais vous dire quelques mots avant que nous fassions la seconde pratique. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas chercher un mieux-être, qui est une très profonde détournement du sens de la pratique. Méditer ne consiste pas à vivre une expérience agréable de bien-être, mais une expérience d'ouverture. On essaye d'apprendre à être ouvert à tout ce qui est. De ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on a tendance un peu spontanément à dire, la méditation n'est pas vraiment un travail intérieur, puisque nous apprenons à nous désobstruer, à nous ouvrir à la réalité. On pourrait dire que c'est un travail pour être plus en rapport à la réalité. Et ce n'est pas un travail de mieux-être, parce que si nous étions là juste pour essayer de vivre une expérience confortable, on serait là, on méditerait pour se sentir bien, on sortirait, on verrait les problèmes et on serait agressé par les problèmes. Mais si notre attitude, c'est plutôt d'entrer en rapport à ce qui a toutes les difficultés et à toutes les beautés, alors nous avons plus de courage pour nous relier à tout ce qui est. Je crois que vous, peut-être maintenant, voyez un peu mieux ce que j'essayais de montrer du rapport entre la méditation et la terre, car notre attitude aujourd'hui, cette sorte d'idéologie de l'instrumentalisation de tout, nous mène droit dans le mur. Mais en réfléchissant plus avant, au fond, à l'essentiel de cette expérience de la pratique de la méditation, je me suis dit que le problème, c'était peut-être pas tant la terre que le problème du monde qui aujourd'hui... Vous savez, on dit monde tibétain, le monde de la Grèce ancienne, le monde des Indiens Hopis. Et on comprend tout de suite que quand on dit monde, on dit que dans un monde, les gens ont rapport à la terre et au ciel et aux hommes, et tout cela ensemble, de manière harmonieuse. On a rapport à la terre, mais à l'eau, au feu, à l'air. Que tout ça prend place dans un horizon de sens. Il ne s'agit pas alors d'avoir rapport à la terre en l'exploitant, mais comme ce à quoi on établit un rapport constant pour être un être humain. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est ça. On se trompe si on croit que sauver la planète, c'est simplement mieux gérer la Terre. C'est en réalité sauver la possibilité d'un monde. Il faut sauver la possibilité d'un monde. Car aujourd'hui, nous sommes privés de monde, on est dans l'immonde, vous voyez, comme il faut toujours penser monde comme un adjectif. On est dans l'immonde, dans ce qui nous prive de monde, et c'est tout simple parce que l'ordre dans lequel nous vivons, l'ordre du management, n'a comme finalité que d'optimiser les ressources. Et ce n'est pas que le management gère mal les ressources de la Terre, il n'entre pas en rapport à la Terre, à l'eau, à l'air, au vent, aux animaux, aux hommes. Et pour essayer de vous faire entendre ce que peut être un monde, qui à mon sens est la dimension qu'ouvre la pratique de la méditation, qui à mon sens est ce que nous avons aujourd'hui le plus besoin, je me suis dit que j'allais vous lire un poème. Plus les années passent, plus je trouve que c'est en lisant des poèmes qu'on entre le mieux dans la pratique de la méditation. Et je vais vous lire un poème de René Char. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému.
Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Vous voyez, ce poème fait entendre ce qu'est un monde. C'est ça qu'il appelle « dans mon pays ». Dans mon pays, c'est partout où l'on est en tant qu'être humain ayant rapport à la dimension qu'on pourrait dire sacrée. Sacré, ça veut dire, il faut entendre sacré comme dans l'expression, comme ce qui est sauf, comme ce qui est entier, comme ce qui est rassemblé, comme ce qui est harmonieux. Et ce qu'il nous faut retrouver, c'est un pays, là où nous sommes, un monde, si vous préférez. Dans le poème, René Char dit « Les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain ». Ce qui est une manière de parler de cette gratuité qui, en fait, est beaucoup plus soucieuse d'un rapport à un temps long que l'immédiateté des objectifs. Il y a un autre poète que René Char, le poète Coleridge, qui raconte qu'une nuit, avec son jeune enfant, il est parti se promener et que l'enfant regardait la lune et s'émerveillait de la lune. Et Coleridge dit « Comme c'est étrange, la lune ne sert à rien, n'apporte rien, ne procure aucun avantage, elle ne se mange pas, et pourtant elle change profondément notre expérience. Elle nous plonge dans une expérience que nous reconnaissons comme décisive. » Et je crois que c'est ça la leçon de la méditation, ne pas chercher à être tout puissant, à tout dominer, à tout gérer, mais accepter d'être parfois comme les oiseaux mal habillés. Et je crois que à partir de là, je peux vous guider dans la seconde pratique, parce que je crois qu'il y a deux ailes, j'aime beaucoup dire qu'il y a deux ailes de l'oiseau de la méditation, la présence attentive, mais aussi la bienveillance aimante, l'amour, la compassion, la fraternité. Car méditer, c'est pas seulement ne rien faire, même si c'est un acte qui change le rapport à tout, car c'est couper ainsi à la racine la violence acharnée du management total, mais c'est aussi la méditation, par là, retrouver le lien, les liens, le rapport aux autres. Et je crois que c'est bien au fond les deux dimensions de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes à la fois là dans la méditation pour nous poser et aussi pour être ensemble. Et donc je vais vous guider dans l'autre pratique absolument que je trouve très aidante, de la pratique de la bienveillance. On va faire comme nous avons fait il y a quelques minutes. Prenez le temps de vous asseoir, de trouver une posture qui est juste pour vous. Prenez le temps de dire bonjour à votre corps. Parce qu'il faut vraiment s'incarner, prendre le temps d'être pleinement. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Peut-être toute la semaine, vous avez dû être particulièrement
efficace, plus rapide. Mais vous pouvez prendre un moment juste pour être, ce qui est le sens véritable de toute éthique. Quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux. Dans cette pratique, c'est sans doute préférable de fermer les yeux. Et essayez de penser, d'évoquer quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un pour lequel spontanément vous avez de la bienveillance. Pas forcément, je ne vous demande pas quelqu'un pour lequel vous avez un amour parfait, absolu, entier, mais juste quelqu'un pour lequel spontanément vous avez de la bienveillance et spontanément vous auriez envie qu'il ou elle soit pleinement heureux et connaisse vraiment la cause véritable du bonheur, soit vraiment posé dans ce qui donne vraiment le bonheur et la joie d'être. Et vous pourriez penser que vous envoyez une certaine lumière qui apaise, guérit, rassure cette personne. Et qu'en retour, elle vous sourit, en retour, elle est apaisée et vous sentez que ça lui fait du bien. C'est vraiment une pratique où on touche son cœur. Et l'idée, c'est de penser à quelqu'un qui vous est cher pour que ce soit le plus facile possible pour vous de toucher votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de retrouver la terre du cœur. Et nous allons maintenant étendre notre amour bienveillant à toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Puissent tous ceux qui sont venus ici être comme des frères et sœurs, puissent tous connaître le sens du bonheur et la cause du bonheur. Et on peut étendre plus avant à toute la ville, à tout le pays, à toute la terre, à tous les hommes. Puissent tous les hommes être heureux et connaître la cause du bonheur. Puisse leur souffrance être apaisée. Peut-être vous vous dites, mais il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'être heureux. Mais pensez qu'on leur souhaite de connaître vraiment le bonheur et la cause véritable du bonheur, car
ce qui induit les gens à faire du mal, à être aveuglés, c'est d'être vraiment loin de leur propre être. D'être même parfois déchaînés contre la simplicité de leur propre être. Et en les incluant dans notre pratique, nous visons à leur faire cesser leur violence. Et que cette bienveillance aimante soit un champ de guérison. Puissent tous les êtres, les forts, les faibles, les petits, les grands, puis ceux qui souffrent et ceux qui ne souffrent pas, ceux qui sont joyeux et ceux qui ne le sont pas, être heureux aujourd'hui, être heureux dans ce monde. Et c'est très important que je vous dise, c'est une pratique que nous faisons. Donc peut-être certains d'entre vous sont mal à l'aise ou ont le sentiment de ne pas y arriver. Et toute la journée, vous allez être guidés dans des pratiques, certaines vont vous parler, d'autres pas. Mais il faut toujours se souvenir que ce sont des pratiques. Vous n'avez pas à vivre une expérience, vous avez à vous entraîner. Et donc là, ce matin, j'essaie de vous montrer comment on peut s'entraîner à redevenir présent et à couper à sa racine l'affairement du management. Et comment on peut entraîner notre cœur à être plus aimant. Voilà, pour clore mon propos, peut-être je vais juste vous relire le poème de René Char, qui peut-être résonnera un peu différemment après la pratique. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles, sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie.